Ça a commencé par une phrase, comme toujours. Une phrase prononcée avec cette légèreté cruelle de ceux qui ne mesurent pas le poids de leurs mots, car ils ne pèsent rien dans leur propre vie. Nous étions à table pour le déjeuner dominical, ce rituel devenu une corvée. La maison de mon fils Philippe et de ma belle-fille Sophie était comme eux, moderne, froide, avec de grandes baies vitrées qui donnaient sur un jardin parfaitement manucuré où rien ne dépassait. Pas une mauvaise herbe. Pas une âme. La nappe était grise, les assiettes carrées. Le coq au vin que Sophie avait préparé venait d'un traiteur. Il avait le goût du vide. Il parlait de l'avenir. Mon avenir. Ou plutôt, de la gestion de ma fin de vie. Ils utilisaient des mots comme simplifier, optimiser, rationaliser. Des mots de gestionnaire, pas de fils. Ils voulaient que je vende ma maison, celle où j'avais vécu avec Élise pendant 50 ans, celle où chaque latte de parquet gardait l'écho de nos pas. Ils suggéraient une résidence senior de standing. Une cage dorée pour attendre la fin en toute sécurité. Je ne disais rien. Je mâchais un morceau de carotte insipide et je regardais le mur blanc en face de moi. Il n'y avait pas un seul tableau, pas une seule photo. Juste le blanc. Le néant. C'est alors que Philippe, en essuyant le coin de sa bouche avec une serviette en papier, même les serviettes étaient jetables chez lui, a abordé le sujet de mes affaires. De ce qui encombrait la maison. Et puis, il y a tous ces livres, papa, a-t-il dit, sur un ton faussement patient. Il y en a partout. Des milliers. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Sophie a ajouté son grain de sel, avec un petit rire pincé. Personne ne lit plus ces vieux trucs, Jean-Pierre. C'est tout juste bon à prendre la poussière. J'ai posé ma fourchette. Le tintement du métal sur la céramique a semblé résonner dans le silence de la pièce. J'ai regardé mon fils, cet homme de 50 ans que je peinais à reconnaître. Il avait mes yeux, mais pas mon regard. Ce ne sont pas des vieux trucs, Sophie. C'est une vie. Ma voix était calme. Étrangement calme. Philippe a levé les yeux au ciel. Un geste si familier. Le geste de celui qui sait mieux, qui est fatigué d'avance par la conversation à venir. Soyons réalistes, papa. Tes livres ne valent rien. C'est du papier. Quand tu ne seras plus là, je ne vais pas m'embêter avec ça. Je vais tout jeter. On appellera une entreprise pour vider la maison, et hop, à la benne. Il a dit ça. À la benne. Comme on parle de vieux journaux ou d'un meuble cassé. Mes mains, posées sur la table, ne tremblaient pas. Pas encore. Un froid étrange s'est installé dans ma poitrine, une clarté glaciale. J'ai regardé mon fils, puis ma belle-fille qui hochait la tête en signe d'approbation. Il ne voyait pas une bibliothèque. Il voyait un problème logistique. Il ne voyait pas l'édition originale de Camus que j'avais trouvée chez un bouquiniste des quais de Seine en 1962. Il ne voyait pas le recueil de poésie de René Char, aux pages cornées, qu'Élise lisait à voix haute les soirs d'été. Il ne voyait pas le traité d'ébénisterie du XVIIIe siècle qui m'avait appris à réparer le secrétaire de mon propre père. Il voyait du papier, du poids, un fardeau. Et dans leurs yeux, j'ai compris qu'ils me voyaient de la même façon. Un vieil homme encombrant. Un problème logistique à gérer avant qu'il ne devienne une urgence. À la benne. La phrase flottait entre nous. J'ai ramassé ma fourchette. J'ai piqué un autre morceau de carotte. Je l'ai porté à ma bouche et j'ai mâché lentement. Je les ai entendus continuer à parler, planifiant ma vie sans moi, mais je n'écoutais plus. Une décision venait de prendre racine dans le silence de mon âme. Une décision silencieuse, profonde et irrévocable. Ils avaient jeté mes livres. Je n'avais plus qu'à officialiser la chose. Le retour chez moi fut un soulagement. Le trajet en voiture, seul au volant de ma vieille Peugeot, me permit de laisser le froid de leur maison derrière moi. Dès que j'ai franchi le seuil, l'odeur m'a accueilli. Une odeur familière et réconfortante de cire d'abeille, de papier ancien et d'un lointain feu de bois. Ma maison n'était pas rangée comme un catalogue. Elle vivait. Les piles de livres s'élevaient près de mon fauteuil, les étagères ployaient sous le poids de leurs trésors. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, posant des rectangles dorés sur les reliures en cuir et les dos colorés. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas mis de musique. J'avais besoin du silence pour laisser la décision s'épanouir. Je suis allé directement à la cuisine. J'ai sorti le moulin à café de mon père, j'y ai versé des grains qui sentaient fort le Brésil. Le son de la manivelle, ce craquement régulier, était une méditation. Chaque tour de manivelle ancrait ma résolution. J'ai fait couler le café lentement,
à l'ancienne, avec une cafetière à piston. L'arôme a rempli la petite pièce. C'était l'odeur de mes matins, l'odeur de la solitude choisie, pas celle de l'isolement subi. Avec ma tasse fumante à la main, je me suis installé dans mon vieux fauteuil en cuir, usé par des décennies de lecture. Il épousait parfaitement la forme de mon corps. De là, je pouvais voir la plus grande partie de ma bibliothèque. Mon regard a balayé les étagères. Chaque livre était un souvenir. Là, la collection complète de Zola, achetée volume par volume avec mes premiers salaires d'ouvrier. Plus haut, les poètes de la Résistance, lus à la lueur d'une bougie avec Élise quand nous étions jeunes mariés et que nous n'avions pas grand-chose d'autre que des mots pour nous tenir chaud. Il y avait les livres de voyage qui nous avaient fait rêver, les essais philosophiques qui avaient nourri nos discussions, les romans policiers qui nous avaient tenus éveillés tard dans la nuit. Tes livres ne valent rien. La phrase de Philippe revenait, mais elle avait perdu son venin. Elle n'était plus une insulte. C'était un diagnostic. Le diagnostic de son ignorance, de sa pauvreté intérieure. Un homme qui ne voit dans une bibliothèque que du papier est un homme qui ne sait pas lire le monde. J'ai bu une gorgée de café. Il était noir, fort, sans sucre. Comme la vérité. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. C'était plus calme, plus profond. Un sentiment de clarté. La fin d'une illusion. J'avais passé des années à essayer de leur transmettre quelque chose. Un héritage qui n'était pas fait d'argent mais de sens, de curiosité, de beauté. J'avais échoué. Ou plutôt, ils n'avaient pas voulu recevoir. On ne peut pas forcer quelqu'un à voir la valeur de ce qu'il ne comprend pas. On ne peut que protéger cette valeur de sa destruction. Je vais tout jeter. Ces mots n'étaient pas une menace, c'était une promesse. La promesse de leur indifférence. J'ai fini mon café. Je me suis levé et je suis allé à mon bureau. C'est un vieux secrétaire en noyer que j'ai restauré moi-même. J'ai sorti un carnet à la couverture noire et un stylo plume. Sur la première page blanche, j'ai écrit, d'une main qui ne tremblait toujours pas, 4 mots. Bibliothèque nationale de France. Puis j'ai cherché le numéro de téléphone. Il n'était pas question de vengeance. C'était une question de préservation. Une question de respect. Le respect qu'il ne m'avait pas accordé, je me le devais. Je devais ce respect à Élise et à tous les auteurs qui peuplaient mes murs. Mes livres n'iraient pas à la benne. Ils iraient à la postérité. Le lundi matin, l'air était vif et clair. J'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer la fraîcheur du jardin. Le parfum des dernières roses de la saison s'est mêlé à celui du café. J'ai pris mon petit déjeuner habituel, une tartine de pain frais de la boulangerie du village, avec un peu de beurre et de confiture de figues maison. C'était un matin comme les autres, mais tout était différent. La décision prise la veille avait solidifié quelque chose en moi. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de place pour le doute ou la tristesse. Il n'y avait que la nécessité d'agir. À 9 heures précises, j'ai composé le numéro que j'avais noté. Une voix professionnelle, un peu distante, a répondu au standard de la Bibliothèque nationale. J'ai demandé à parler au service des dons et legs. J'imaginais qu'il devait recevoir des appels de ce genre tous les jours. J'ai été transféré à une femme dont la voix était plus chaleureuse. Je me suis présenté. Jean-Pierre Dubois. Un simple particulier. J'ai expliqué, sans emphase, que je possédais une collection d'environ 5000 ouvrages, assemblés sur plus de 60 ans, et que je souhaitais en faire don à la nation. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis la femme a dit, « Monsieur Dubois, c'est une proposition très généreuse. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la nature de votre collection ?» J'ai décrit les grandes lignes. Les éditions originales du début du XXe siècle. La collection complète des œuvres de la Pléiade, presque intacte. Les ouvrages sur l'artisanat et les métiers anciens, dont certains étaient devenus introuvables. Les livres d'histoire locale et régionale. Pendant que je parlais, je sentais le poids et la valeur de ma propre vie se réaffirmer. Ce n'était pas juste du papier. C'était un fond cohérent, le témoignage d'une curiosité de toute une vie. La dame au téléphone, une certaine Madame Lefebvre, était visiblement intriguée. Elle m'a posé des questions précises. Elle a pris note de quelques titres que je lui ai cités. Elle m'a expliqué la procédure. Un conservateur devrait venir évaluer la collection pour s'assurer de sa pertinence pour les fonds nationaux. Elle a été très claire, il ne pouvait pas tout accepter. Mais son ton n'était plus seulement professionnel. Il y avait une étincelle de véritable intérêt. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour une première visite. Après avoir raccroché, un sentiment de paix m'a envahi.
Le premier pas était fait. C'était concret, réel. J'ai passé le reste de la matinée à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai commencé à inventorier mes livres. Pas pour eux, pas pour la bibliothèque. Pour moi. J'ai pris un grand cahier et j'ai commencé par l'étagère la plus proche. Chaque livre que je prenais en main me racontait une histoire. Celle de son contenu, bien sûr, mais aussi la mienne. Celui-ci, acheté à un soldat en permission pendant la guerre d'Algérie. Cet autre, un cadeau d'Élise pour mon 30e anniversaire, avec une dédicace à l'encre bleue sur la page de garde. Pour mon Jean-Pierre, bâtisseur de monde. Je n'ai pas tourné la photo de famille face contre le mur. C'eût été un geste trop théâtral, trop amer. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose de plus subtil. Dans mon atelier, au fond du jardin, il y avait une petite caisse à outils que j'avais fabriquée pour Philippe quand il était adolescent, dans l'espoir de lui transmettre mon amour du bois. Il ne s'en était jamais servi. Elle était là, couverte de poussière. Je l'ai prise, je l'ai vidée des quelques outils neufs qu'elle contenait, et je l'ai poncée soigneusement. Puis, avec un pyrograveur, j'y ai inscrit un nouveau nom, Chloé. Ma petite fille. Elle, au moins, avait des étoiles dans les yeux quand elle regardait mes créations. C'était un petit acte de réaffectation. Un changement de destinataire. Comme pour mes livres. Je ne détruisais rien. Je redirigeais l'héritage vers ceux qui sauraient le recevoir. Les jours suivants, le silence de mon téléphone était assourdissant. Philippe appelait d'habitude le mardi soir. Il ne l'a pas fait. Sans doute attendait-il que je fasse le premier pas, que je m'excuse d'avoir été si susceptible. Le mercredi, le premier message vocal est arrivé. C'était Sophie. Sa voix était mielleuse, faussement inquiète. « Jean-Pierre ? C'est Sophie. On n'a pas de nouvelles. On espère que tout va bien. Rappelle-nous quand tu auras un moment. » Je l'ai écoutée, debout dans mon entrée. J'ai visualisé son visage, son sourire crispé. J'ai senti le calcul derrière ses paroles. Elle ne demandait pas si j'allais bien. Elle vérifiait que le planning n'était pas perturbé. J'ai appuyé sur la touche 7. Message supprimé. Je n'ai pas répondu. Mon silence était une réponse en soi. C'était un espace vide qu'ils devaient meubler avec leurs propres angoisses, leurs propres suppositions. Le vendredi, c'est Philippe qui a appelé. Son ton était différent. Irrité. « Papa, c'est moi. Ça fait une semaine. On commence à s'inquiéter sérieusement. Tu ne réponds pas. C'est un peu puéril, non? Si tu es fâché à cause de dimanche, il fallait le dire. Rappelle-moi. » Immédiatement. L'inquiétude était là, mais ce n'était pas pour moi. C'était l'inquiétude d'un homme qui perd le contrôle d'une situation. Qui perd le contrôle de moi. Il ne comprenait pas. Il pensait que c'était un caprice, une bouderie de vieillard. Il interprétait mon silence comme une tactique de manipulation, alors que c'était tout le contraire. C'était la fin de toute manipulation. La fin de mes efforts pour leur plaire, pour ne pas les déranger, pour me faire le plus petit possible. J'ai supprimé son message aussi. Le clac du bouton du téléphone était un son sec et définitif. Ce soir-là, je suis allé jouer à la pétanque sur la place du village avec Marcel, mon plus vieil ami. Nous nous connaissions depuis l'école communale. Il n'a pas posé de questions. Il a vu que quelque chose avait changé dans mon regard. Il m'a juste dit, en pointant une boule adverse, « Alors, Jean-Pierre, tu tires ou tu pointes ?» Nous avons joué pendant 2 heures. Le choc des boules de métal, les rires des autres joueurs, le verre de pastis que nous avons bu au café du commerce après la partie. C'était la vraie vie. Simple. Honnête. Je n'étais pas invisible ici. J'étais Jean-Pierre. Celui qui tire toujours un peu trop à gauche, mais qui ne renonce jamais. Le dimanche suivant, mon téléphone a sonné toute la journée. Des appels de Philippe, de Sophie. Je n'ai pas décroché. Vers le soir, un nouveau message vocal. La voix de Philippe était tendue, presque agressive. « Papa, ça suffit maintenant. Si on n'a pas de nouvelles d'ici demain, on vient chez toi. Et si tu n'ouvres pas, on appellera les pompiers. On ne sait pas ce que tu fabriques, si tu es tombé ou si tu fais une dépression, mais ça va s'arrêter. » Une dépression. Il pensait que j'étais malade. L'idée que j'ai pu prendre une décision rationnelle, que j'ai pu simplement choisir de m'éloigner, ne leur effleurait même pas l'esprit. Pour eux, un vieil homme qui sort du chemin qu'on a tracé pour lui est forcément sénile ou dépressif. Cette incompréhension totale était la validation finale, la preuve irréfutable que j'avais pris la bonne décision. Je n'étais pas en train de tomber.
J'étais en train de me relever. Le mardi suivant, une voiture s'est garée devant ma maison. Ce n'était pas celle de Philippe. C'était une jeune femme, avec un grand carton à dessin sous le bras. C'était Chloé, ma petite fille. Elle n'avait pas prévenu. Elle est entrée avec son sourire lumineux, celui qui ressemblait tant à celui d'Élise. Elle m'a serré dans ses bras. « Papy. » Je passais dans le coin. J'ai pensé venir te faire un coucou. Elle mentait, bien sûr. Ses parents l'avaient probablement envoyée en éclaireur, pensant que j'accepterais plus facilement de lui parler. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas de calcul. Juste une affection sincère. Je l'ai fait entrer. Je lui ai préparé un chocolat chaud, comme quand elle était petite. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a regardé autour d'elle. J'adore cette maison, papy. Ça sent bon le bois et les livres. Nous avons parlé pendant 1 heure. De ses études d'histoire de l'art, de ses amis, de ses projets. Elle ne m'a pas posé de questions sur ses parents. Elle n'a pas mentionné mon silence. Elle était juste là, présente. À un moment, elle s'est levée et s'est approchée de la bibliothèque. Elle a sorti un volume au hasard. C'était une monographie sur le peintre Nicolas de Staël. Elle a caressé la couverture. « Papa dit que tu devrais vendre tout ça », a-t-elle dit doucement, sans me regarder. Il ne comprend pas. J'ai senti mon cœur se serrer. C'était la première fois que quelqu'un de ma famille mettait des mots sur la situation. Une simple phrase. Il ne comprend pas. C'était une validation. Une reconnaissance. Non, ai-je répondu, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il ne comprend pas. Chloé a reposé le livre délicatement. Papy, quoi que tu décides de faire, sache que je te comprends, moi. Ces livres, c'est toi. C'est toute la beauté que tu as accumulée dans ta vie. Personne n'a le droit de dire que ça ne vaut rien. Une larme a roulé sur ma joue. La première depuis la mort d'Élise. Ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de soulagement. D'être vu. D'être enfin compris par quelqu'un. Chloé est venue vers moi et m'a pris la main. Sa main était chaude et jeune. Je suis désolé qu'il t'ait traité comme ça, papy. C'était tout ce dont j'avais besoin. Un allié. Pas quelqu'un pour se battre à mes côtés, mais quelqu'un qui comprenait pourquoi je menais ce combat silencieux. Quand elle est partie, elle m'a laissé un de ses dessins. Une esquisse de mes mains, posée sur un livre ouvert. En bas, elle avait écrit « Les mains du bâtisseur ». J'ai enlevé le vieux plan du village que j'avais accroché et j'ai mis son dessin à la place. L'héritage n'était pas rompu. Il avait simplement trouvé son vrai chemin. 2 semaines plus tard, Monsieur Delacour, le conservateur de la Bibliothèque nationale, est venu chez moi. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes fines et un regard pétillant d'intelligence. Il est entré dans mon salon et s'est arrêté, muet. Il a fait lentement le tour de la pièce, son regard glissant sur les étagères, non pas avec l'œil d'un expert comptable, mais avec celui d'un passionné. Il n'a pas touché un seul livre au début. Il s'imprégnait de l'atmosphère, de la cohérence de l'ensemble. « Monsieur Dubois », a-t-il dit finalement, d'une voix empreinte de respect. « C'est remarquable. Ce n'est pas une collection. C'est une œuvre. » Il a passé 3 heures avec moi. Je lui ai montré les pièces les plus rares. Il a sorti une petite loupe de sa poche pour examiner un colophon. Il a hoché la tête en découvrant une reliure signée. Il a ri de plaisir en voyant ma collection complète de San Antonio, nichée à côté des philosophes grecs. « L'éclectisme est la marque d'un esprit véritablement curieux », a-t-il commenté. Il m'a posé des questions sur ma vie, sur la façon dont j'avais acquis tel ou tel ouvrage. Je lui ai raconté des histoires que je n'avais racontées à personne, pas même à Philippe. L'histoire de ce livre sauvé d'un autodafé pendant la guerre, que mon père m'avait transmis. L'histoire de cette encyclopédie des métiers du bois que j'avais échangée contre la réparation d'une armoire. Chaque livre était un jalon de mon existence. Monsieur Delacour écoutait, fasciné. Avant de partir, il m'a serré la main fermement. « Monsieur Dubois, la commission d'acquisition sera honorée d'accepter votre don dans son intégralité. Nous créerons un fonds spécial à votre nom, le Fonds Jean-Pierre et Élise Dubois. Votre collection ne sera pas dispersée. Elle restera un tout cohérent, à la disposition des chercheurs et des amoureux des livres pour les générations à venir. Le Fonds Jean-Pierre et Élise Dubois. Mon nom, associé à celui de ma femme, gravé dans le marbre de l'institution la plus prestigieuse du pays. Une immortalité que mon propre fils m'avait refusée. Quand il est parti, je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai pleuré.
Des larmes de gratitude, cette fois. La signature des papiers officiels s'est faite quelques jours plus tard, chez un notaire parisien. J'ai pris le train pour la capitale. C'était une petite aventure. J'ai traversé le jardin des Tuileries, j'ai mangé un sandwich jambon-beurre sur un banc, en regardant les gens passer. Je me sentais léger, libre. Le soir de mon retour, alors que je rangeais ma valise, une voiture a freiné brusquement devant ma maison. C'était Philippe. Il est sorti, le visage fermé. Il a frappé à ma porte. Pas un coup discret, mais des coups sourds et impatients. J'ai ouvert. Il est resté sur le seuil, me dévisageant. « Alors, c'est ça? Tu nous ignores? Tu pars à Paris sans rien dire? On a dû appeler Chloé pour savoir où tu étais. Tu te rends compte de l'inquiétude qu'on a eue? » Je suis resté calme. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, faisant barrage. Je ne vois pas pourquoi tu étais inquiet, Philippe. Je vais très bien. Tu ne réponds pas au téléphone. Tu disparais. Papa, tu as 82 ans. Tu ne peux pas faire ça. Je peux faire exactement ce que je veux, Philippe. C'est l'un des rares privilèges de la vieillesse. Il a passé une main dans ses cheveux, exaspéré. Qu'est-ce qui te prend? C'est à cause de ce que j'ai dit sur tes livres? C'était une façon de parler. Enfin, tu ne vas pas faire tout un drame pour ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le moment de la vérité était arrivé. Pas de cris, pas de reproches. Juste les faits. Ce n'était pas une façon de parler, Philippe. C'était ce que tu pensais. Tu as dit que mes livres ne valaient rien. Tu as dit que tu les jetterais à la benne. Je t'ai simplement cru sur parole. Il m'a regardé, sans comprendre. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pris les devants. J'ai trouvé un endroit où ils ne seront pas jetés. Un endroit où leur valeur est reconnue. J'ai légué l'intégralité de ma bibliothèque à la Bibliothèque nationale de France. Le visage de mon fils s'est décomposé. La colère a laissé place à une incrédulité totale, puis à une sorte de panique. Il a regardé par-dessus mon épaule, comme s'il s'attendait à voir les étagères déjà vides. Tu as fait quoi? Sans nous consulter? Mais c'est notre héritage. Le mot était lâché. L'héritage. Le pot aux roses. Non, Philippe. C'était ma vie. Et elle ne t'appartient pas. Sur ces mots, j'ai commencé à refermer doucement la porte. Il a mis une main pour la retenir. Papa, attends. On peut en discuter. Il n'y a plus rien à discuter. Tu as été très clair. Et moi aussi. Bonne soirée, mon fils. J'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée avec une fermeté tranquille. J'ai tourné le verrou. De l'autre côté, je l'ai entendu crier mon nom une ou deux fois. Puis le bruit d'un coup de poing sur le bois. Et enfin, le son de sa voiture qui démarrait en trombe et s'éloignait. Je suis resté un long moment dans le couloir, le dos appuyé contre la porte. Ce n'était pas une victoire. C'était une amputation nécessaire. Douloureuse, mais nécessaire pour survivre. Le jour où les déménageurs de la Bibliothèque nationale sont venus, le ciel était d'un bleu limpide. Ils étaient 4, respectueux et méticuleux. Ils avaient des gants blancs et des caisses spéciales, doublées de feutre. Pendant 2 jours, ils ont vidé ma maison de ses livres. Je les regardais faire, assis dans mon fauteuil. Chaque volume emballé était un adieu. Ce n'était pas triste. C'était une cérémonie. Un passage. Quand ils ont emporté la dernière caisse, le silence dans la maison était différent. Les pièces semblaient plus grandes, plus lumineuses. Les murs nus portaient les marques fantomatiques des étagères, comme des cicatrices pâles. La maison était vide, mais je me sentais plein. Plein de ma propre décision. Je n'étais plus le gardien d'un trésor que personne ne voulait. J'étais juste un homme dans sa maison. J'ai établi une nouvelle routine. Le matin, je prenais mon café en lisant le journal, que j'allais chercher à pied au village. J'ai gardé une dizaine de livres, mes compagnons les plus intimes. Un recueil de poèmes d'Élise, mon vieux traité d'ébénisterie, un roman que je relisais chaque année. Il me suffisait. Je passais plus de temps dans mon atelier, à travailler le bois. J'ai commencé à fabriquer un petit berceau. Chloé m'avait annoncé qu'elle attendait un enfant. L'héritage continuait, mais différemment. Je voyais Marcel au café. Chloé venait déjeuner le dimanche. Ses repas n'étaient pas parfaits, mais ils avaient le goût de l'amour. Nous parlions de tout et de rien. Elle ne m'a jamais reparlé de son père. 1 mois après la confrontation, j'ai reçu une lettre.
L'écriture sur l'enveloppe était celle de Philippe. Je l'ai laissée sur la table de l'entrée pendant 3 jours. Finalement, je l'ai ouverte. C'était une lettre d'excuse. Des mots maladroits, pleins de regrets. Il disait qu'il avait compris, qu'il avait eu peur, qu'il m'aimait. J'ai lu la lettre. Je l'ai relue. J'ai ressenti une pointe de tristesse pour cet homme de 50 ans qui apprenait seulement maintenant la valeur des choses. Mais je n'ai pas ressenti le besoin de lui répondre. Pas tout de suite. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. La porte n'était plus verrouillée, mais elle était fermée. C'était à lui, désormais, de trouver la bonne façon de frapper. Doucement. Humblement. Ce soir-là, je me suis assis sur le banc de mon jardin. Le soleil se couchait derrière les collines. L'air sentait le thym et la lavande. Je n'étais pas un homme triomphant. Je n'étais pas un homme heureux, au sens bruyant du terme. J'étais un homme en paix. Un homme qui avait protégé sa dignité. Un homme qui avait appris, sur le tard, que la plus grande richesse n'est pas ce que l'on laisse derrière soi, mais la façon dont on choisit de vivre jusqu'au tout dernier chapitre. Et mon histoire, c'était moi qui l'écrirais jusqu'au point final. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Quelqu'un a peut-être besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Quelqu'un a peut-être besoin de se souvenir que la valeur d'une vie ne se mesure pas à l'aune de ceux qui veulent en hériter, mais à la passion avec laquelle elle a été vécue.